Alors salut, c'est Johan Aiguilet, designer graphique et multimédia et aujourd'hui on va parler d'un sujet délicat, la manipulation. Alors tout d'abord je t'invite à laisser un pouce bleu et un commentaire en dessous de la vidéo si jamais tu as des questions ou si tu veux parler de la vidéo en question, si elle t'a plu ou autre. Et je te laisse également un e-book gratuit dans la description qui t'aidera à convaincre tes clients de signer tes devis et de facturer plus. Alors dans cette vidéo je vais te présenter à la fois la manipulation côté client et côté prestataire. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai eu deux très mauvaises expériences avec des clientes qui avaient usé de manipulation contre moi pour arriver à leur fin. Mais ça va être en deuxième partie de vidéo parce que je vais te présenter la manipulation côté prestataire. Alors pour en revenir à la définition, c'est une méthode de contrôle des actions d'une personne sans son consentement ou sous l'influence. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si jamais tu veux user de manipulation pour avoir des prospects ou des clients, c'est que tu es un escroc ou au mieux un requin. Ok, convaincre ses clients de faire appel à tes services, peut-être que c'est une sorte de manipulation. Mais j'appellerais ça plutôt une orientation, puisqu'au final, ce que tu as à proposer à tes clients est bien réel. Tu ne vas pas mentir pour arriver à tes fins. Si tout est raccord avec ce que tu proposes, ça oriente simplement la démarche de ton client. Le manipulateur, lui, il va proposer des services ou des produits qui ne sont pas conformes à la description. C'est de la publicité mensongère. Et il y a bien entendu plusieurs arguments à ne pas user de ce type de procédé. Puisqu'au final, comment tu arriveras à vendre un produit que tu ne possèdes même pas? Ou comment tu arriveras à vendre un service que tu ne proposes même pas? Le résultat restera le même, ton client ne sera pas satisfait et il voudra obtenir réparation. Tu n'auras donc absolument rien à y gagner. Ensuite, surestimer tes services. Ok, tu veux monter en gamme. Mais il ne faut pas oublier que les clients qui vont être en face de toi auront une exigence totalement différente. Et si tu n'es pas capable d'assumer cette montée en gamme, au final ça va se passer exactement la même chose que pour le premier point, le client ne sera pas satisfait et il demandera réparation. Alors bien entendu, je te l'accorde que ce point-ci est un peu plus délicat puisque si tu proposes des services mais que tu n'as jamais eu l'occasion de travailler avec des clients qui étaient la gamme juste au-dessus, tu as envie d'essayer, tu as envie de tester si tu as la possibilité de le faire. Peut-être que tu arriveras, peut-être que tu n'y arriveras pas, mais il faut juste faire attention à ce que le client soit toujours satisfait et que tu puisses quand même réussir à lui proposer ce service en question. Mais bon, qu'on se le dise, si tu vois le cahier des charges du client, tu pourras très rapidement savoir si tu es capable ou non de réaliser la mission. Mais ne t'en fais pas, le cas échéant, forme-toi, sous-traite la mission ou bien transfère cette mission à quelqu'un de compétent pour la réaliser. Troisième critère, tu proposes une fausse deadline. Pour que le client fasse appel à toi, il y a toujours des critères importants qu'il regardera en premier, que ce soit le tarif, ton expertise à réaliser la mission, ta rapidité d'exécution, etc. Et ta capacité à réaliser le projet, on en a justement parlé avec les deux points précédents. Et concernant le tarif, si le client a les moyens de te payer, il n'y a pas de tarif trop élevé selon moi. Reste alors le délai de réalisation. Si tu as réussi à décrocher un contrat en disant que tu pouvais réaliser la prestation dans la semaine, mais que tu n'as pas respecté ces contraintes de deadline, pour moi, ça reste de la manipulation. Puisque si tu avais été en concurrence avec d'autres prestataires qui eux avaient les mêmes tarifs, les mêmes compétences ou autres, finalement c'est le délai de réalisation qui a poussé le client à te choisir toi et pas les autres. Et si je te parle de manipulation aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la manipulation ce n'est pas une bonne technique sur le long terme. En plus d'être malhonnête, cette technique se retournera forcément tôt ou tard contre toi. Alors veille à ne pas être un requin et à manipuler tes clients pour essayer de décrocher des contrats que tu n'as pas la capacité, que ce soit en termes d'expertise, de délai ou de tarifs à réaliser. Montre vraiment tes prestations et tes services à leur meilleur jour et montrer à tes clients le retour sur investissement qu'ils peuvent avoir en faisant appel à toi. Reste vraiment honnête là-dessus. C'est en jouant cette carte de la franchise que tu vivras sur le long terme et c'est justement notre objectif en tant que freelance. Et à présent, parlons de manipulation côté client. Alors je t'avouerai que cette deuxième partie, j'aurais vraiment voulu la voir il y a 2 ans pour éviter les erreurs que je vais te montrer justement avec ces clientes en question. Alors je te partage vraiment cette expérience avec toi pour que tu puisses en profiter et ne pas faire les mêmes erreurs. Alors cette histoire m'est arrivée à 2 reprises lors de mon activité avec 2 clientes avec exactement le même profil. Des femmes retraitées avec un e-commerce et qui étaient en collaboration constante avec des offshore. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un offshore, c'est tout simplement faire appel à une personne qui ne vit pas en France. Le plus intéressant, c'est surtout de faire appel à des Maghrébins, des Malgaches ou autres, parce que c'est des pays où le salaire est nettement inférieur par rapport à la France. Et du coup, à la place de payer par exemple un freelance 40 € de l'heure, 300 € au jour, tu vas te retrouver à payer un freelance à 100 € au jour. Donc c'est typiquement ça, c'est faire appel à des ressources extérieures qui coûtent que dalle. Ces données sont extrêmement importantes puisque tu comprends qu'elles n'avaient pas beaucoup d'argent à investir en faisant appel à des offshore, en étant retraité et donc très peu d'argent à me donner. Donc la première très grave erreur. Deuxième erreur, elles étaient amicales avec moi, bien trop amicales.
en appelant juste pour me parler, que ce soit le soir, la semaine ou le week-end, faire des briefings qui tirent totalement en longueur, me dire à chaque début de conversation qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent à investir, tout ça. Si je te présente précisément ces faits, c'est parce qu'ils sont très importants, parce qu'ils m'ont conditionné psychologiquement. Si ton client est très amical, tu vas lui faire des faveurs. Si ton client te dit à chaque début de conversation qu'il n'a pas beaucoup d'argent, tu vas être plus souple. Si ton client compare ton salaire à celui d'un offshore, tu n'oseras pas augmenter tes tarifs. Si ton client te dit qu'il travaille nuit et jour, qu'il travaille également le week-end, de temps en temps tu vas lui faire une faveur, tu vas lui envoyer un truc le week-end, un truc le soir. Sauf qu'avec du recul, tous ces points paraissent totalement aberrants. Mais à force de te conditionner avec tous ces arguments-là qui sont répétés en boucle à chaque fois que tu es en contact avec ce client-là, ça va te conditionner psychologiquement sans t'en rendre compte et elle pourra te manipuler sur ces différents points. Eh bien stop! Si tu veux vivre du freelancing, il faut que tu puisses détecter ces comportements abusifs et les éradiquer. Alors je suis désolé, c'est un peu brutal, mais si tu veux vivre du freelancing à long terme, il ne faut pas que tu puisses te faire manipuler par des clients peu scrupuleux de cette manière-là. Je l'ai justement vécu pendant plusieurs mois avec ces 2 clientes en question et là c'est typiquement de la loi Pareto. 20% d'une cause apporte 80% d'une résultante. Et là, typiquement, c'était 20% de mes clients m'apportaient 80% du stress. Alors ces clientes ne faisaient pas partie à elles seules des 20% de clients que j'avais, mais elles faisaient clairement partie des 80% du stress que je pouvais avoir. Et je te le donne en mille, elles ne faisaient clairement pas partie des 20% de clients qui me ramenaient le plus dans mon business. Alors tu me diras, mais comment est-ce que tu t'en es sorti? Alors j'en ai parlé à mes proches, j'ai pris du recul, j'ai regardé les autres projets, les autres clients que j'avais. J'ai regardé si ces clients-là me rapportaient plus, si j'étais plus épanoui dans mon métier de freelance avec ces autres clients. Et en fait, j'ai vu à quel point ces clientes-là, elles m'avaient totalement conditionné. Et je t'avoue que le jour où j'ai décidé de ne plus poursuivre cette collaboration, c'était une libération. Moins de stress, plus de chiffre d'affaires, alors que ces clientes-là, elles ne m'apportaient pas plus que 300 € par mois. C'était énorme la perte que j'avais à avoir. Et encore là, tu dis que c'est mon cas. C'est des petits clients, ils m'ont apporté du stress, ils prenaient mon attention, ils me faisaient perdre un peu d'argent, ça allait. Mais imagine un peu ce que ça peut donner avec des personnes qui ont un client à 50 ou 80% de leur chiffre d'affaires, qui vampirisent totalement leur vie ou bien qui travaillent gratuitement pour eux. Donc à la fin de cette vidéo, ce que je veux que tu fasses, c'est vraiment un point sur ton activité, un point sur les clients que tu as et voir en fait s'il y en a vraiment un qui te conditionne de la même manière que me conditionnaient ces 2 clientes-là, voir si finalement tu t'es pas fait manipuler et où il faudrait tout simplement leur dire ciao et finalement augmenter ton chiffre d'affaires, diminuer ton stress en restant avec tes autres clients. Et très souvent, ce n'est pas du tout les clients qui te payent le plus qui seront les plus chiants. C'est justement les petits clients qui n'ont pas grand-chose et qui ont une grande exigence. Alors demande-toi si ça vaut vraiment la peine d'investir dans un gros projet qui pourrait finalement ne pas t'apporter grand-chose. Ferais vraiment la part des choses, réfléchis bien à la question avant de te lancer. Et si je te dis ça, c'est parce que j'ai eu une connaissance, et j'en connais d'ailleurs d'autres, qui bossent pour un projet gratuit en espérant une rémunération future, qui n'est d'ailleurs jamais arrivée. Eh bien cette personne, elle est sortie de cette spirale infernale, elle a renégocié son contrat avec ces gens en question et depuis tout se passe très bien. Alors ne travaille surtout pas gratuitement, fais le point sur ta situation et regarde si les clients avec qui tu travailles te manipulent ou non, s'ils te rapportent de l'argent ou non pour voir là où finalement tu pourrais diminuer ton stress et augmenter ton chiffre d'affaires. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère en tout cas que ça t'aura plu. Donc pour faire un résumé rapide, ne manipule pas tes clients pour vendre tes produits et tes services. Normalement, en montrant le meilleur jour et en montrant le retour sur investissement de chacun d'eux, tu arriveras très bien à te vendre et puis ça fonctionnera beaucoup mieux pour toi sur le long terme. Et côté client, ne te laisse pas manipuler, fais le point sur ta situation et regarde les clients qui te ramènent le plus de stress et qui te ramènent le moins d'argent et puis les écarter de tes collaborations pour que derrière tu puisses augmenter ton chiffre d'affaires et diminuer le stress et être plus épanoui au travail. Le mieux, c'est encore d'en parler à ton entourage et d'écouter ce qu'ils ont à te dire pour que tu puisses avoir un avis extérieur sur la question. Alors n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à télécharger le petit e-book que je t'ai préparé pour convaincre tes clients de faire appel à tes services, de signer tes devis et de facturer plus. Et puis tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube et à regarder mes vidéos sur IGTV, Instagram TV. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi freelance.